Aujourd'hui, nous allons évoquer l'un des cas les plus déchirants qui fassent frémir. Allons droit au but. Lorsqu'une famille entière est soupçonnée d'un meurtre brutal, il peut être extrêmement difficile de trouver le coupable. L'issue de ces affaires peut être surprenante, même dans les hypothèses les plus folles des enquêteurs. Sarah est née en 1967. Elle était très proche de sa sœur Nancy. Leur père étant officier de l'armée de l'air, la famille a déménagé plusieurs fois au cours des premières années. Lorsque Sarah avait 6 ans, la famille a de nouveau changé de lieu de résidence, cette fois pour s'installer au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. C'est là que la petite fille est allée à l'école. Les tests de QI ont montré qu'elle était très intelligente, surtout en mathématiques et en sciences exactes. Sarah porte de grosses lunettes, mais elle est charmante, énergique, souriante et sociable. En 1980, Sarah a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires et s'est inscrite à l'université d'ingénierie minière du Nouveau-Mexique. Elle a même reçu une bourse d'études. Bien qu'elle vive désormais loin de sa famille, Sarah reste activement en contact avec ses proches, en particulier avec sa sœur. Elle vivait à environ 1 heure de chez elle et rendait souvent visite à sa famille le week-end. Pendant cette période, elle a rencontré un jeune homme nommé Paul Cohen. Après avoir obtenu son diplôme de bachelière, Sarah et Paul se sont mariés. La jeune fille a poursuivi ses études en master tout en cherchant un emploi. Tout a changé lorsque Paul s'est vu offrir un emploi dans une entreprise publique du district de Columbia. Ils ont déménagé et Sarah a abandonné ses études. Elle se trouvait désormais à 30 heures de sa famille. Elle a ensuite accepté un emploi de statisticienne à la National Security Agency et a eu accès à des informations classifiées. Sarah s'est imposée comme une employée très responsable. Parallèlement, elle commence à écrire un livre policier, car elle adore les histoires de crimes. Au travail, elle se lie d'amitié avec une collègue nommée Laura Beater. Les femmes communiquaient souvent entre elles et passaient des vacances avec leurs collègues. Laura avait une famille et des enfants. En observant sa vie heureuse, Sarah a voulu devenir mère à son tour. Mais après 3 ans de mariage, la relation entre Sarah et Paul a commencé à se détériorer. En 1990, ils ont divorcé. Après cela, Sarah est entrée à l'université Johns Hopkins pour poursuivre ses études. Il s'agit d'un établissement d'enseignement prestigieux. Elle travaillait la journée et suivait les cours le soir. Pendant les cours, elle a rencontré un jeune homme nommé Lorenz Raros. Il avait 25 ans, était extraverti et intelligent, travaillait pour une entreprise de télécommunications et était issu d'une famille philippine sympathique. Ils ont entamé une tendre relation. Le 7 septembre 1994, ils se sont mariés. À l'époque, Sarah avait 31 ans. Elle a obtenu une maîtrise et le couple a acheté une maison à Edge, dans le Maryland. À l'âge de 33 ans, Sarah est tombée enceinte et en juillet 1997, ils ont eu un fils nommé Will. La famille de Sarah a déménagé à nouveau et s'est éloignée, de sorte que le principal soutien de la jeune mère est venu de la famille de Lorenz, en particulier de sa mère Emily. Elle travaillait dans une maison de retraite et emmenait souvent son petit-fils chez elle. Bien que Sarah s'entende bien avec la famille de son mari, elle trouve que Lorenz lui-même ne s'occupe pas assez d'elle et de l'enfant. Lorenz est devenu jaloux de sa femme et de son fils, croyant qu'elle s'éloignait de lui. Peu à peu, il s'est mis à penser que Sarah se servait de lui pour avoir un enfant. La relation s'est détériorée, surtout après que Lorenz a cessé de prendre les antidépresseurs que son psychiatre lui avait prescrits. Il a commencé à faire preuve d'un contrôle rigide à l'égard de sa femme. Sarah a demandé conseil à sa belle-mère, mais celle-ci a refusé de s'immiscer dans les affaires de son fils. En juin 1998, Sarah a signifié à son mari les papiers du divorce. Quelques jours plus tard, Lorenz quitte la maison. Pendant cette période, Sarah s'est concentrée sur son travail et sur les soins à apporter à son fils.
Elle passait son temps libre avec l'enfant et, lorsqu'elle travaillait, Will était gardé par une nounou. Parfois, le garçon recevait la visite de son père et de sa grand-mère. Ses amis décrivent Sarah comme une femme déterminée et une mère exemplaire qui réussit à tout faire. Elle s'est mise à l'équitation comme passe-temps. Le travail sur le livre a été reporté car elle avait déjà écrit 3 chapitres. Le divorce traîne en longueur à cause des conflits concernant la garde des enfants. Le 3 décembre 1998, la dernière audience concernant la garde des enfants doit avoir lieu. L'ex-mari commence à se battre activement pour son fils. Mais Sarah n'était pas destinée à vivre pour voir ce jour. Le vendredi 13 novembre 1998, Sarah emmène son fils chez son ex-mari pour le week-end. Le samedi, elle a passé la journée avec son amie Laura. Elles ont fait des courses et ont convenu de se téléphoner le dimanche matin. Mais l'appel n'a jamais eu lieu. Laura a commencé à appeler Sarah chez elle. Elle s'est alors aperçue qu'il y avait un message de Sarah sur le répondeur, laissé la veille à 20h46. Elle l'a allumé, s'attendant à entendre que la réunion avait été reprogrammée, mais au lieu de cela, elle a entendu 40 secondes de terreur. Elle entendit d'abord des bruits sourds, puis les cris d'une femme, des grondements, comme si un téléphone était tombé, des bruits de lutte, des respirations lourdes et des sifflements. Prise de panique, Laura a rappelé, mais la ligne était occupée. Elle a essayé pendant des heures d'obtenir la communication, mais en vain. Dans la soirée, Laura a contacté la police du comté et leur a dit qu'elle soupçonnait un crime terrible. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a immédiatement remarqué une fenêtre brisée dans la maison. Ils sont entrés par la porte et ont activé le système d'alarme, ce qui semble étrange, car l'alarme aurait dû se déclencher lorsque la fenêtre a été brisée. Dans le salon, ils ont trouvé Sarah Raros, âgée de 30 ans, qui ne donnait aucun signe de vie. Elle était allongée sur le sol dans une position non naturelle, dans une mare de sang. Toute la pièce, y compris les murs, était éclaboussée. L'attaque avait été brutale. Il n'y avait pas de bébé dans la maison. Sarah présentait de multiples blessures, notamment au niveau du ventre, de la poitrine et du cou. Sa tête était pratiquement séparée de son corps. Ses poignets étaient coupés jusqu'à l'os. La scène était si horrible que les enquêteurs ont même suggéré la nature rituelle du meurtre. Il y avait des signes d'une tentative de couper complètement la tête, mais l'auteur n'a pas pu aller jusqu'au bout. Laura, n'ayant contacté la police que dans la soirée, et compte tenu de l'heure du message sur le répondeur, ainsi que de l'état du corps, les enquêteurs médico-légaux ont conclu que le meurtre avait eu lieu environ 24 heures avant la découverte du corps. Quelqu'un avait cherché des objets dans la maison. Certains objets ont disparu, mais la plupart des objets de valeur sont restés intacts. La police soupçonne une mise en scène de vol. Des traces de chaussures ensanglantées ont également été relevées entre le corps et la fenêtre brisée. Tout porte à croire que l'auteur des faits est entré et sorti de la maison par cette fenêtre. C'est par ce passage que le meurtrier a choisi sa cachette, car il y avait une forêt dense derrière la maison. C'est de cette forêt que le meurtrier est venu et s'est enfui après le massacre. Dès le début, les enquêteurs ont soupçonné que l'auteur connaissait bien sa victime. Tout d'abord, il a pu contourner les systèmes de sécurité, il connaissait donc l'emplacement de la maison et les endroits où il ne fonctionnait pas. La brutalité du crime indique une motivation personnelle, la colère et la haine. La taille des empreintes de pas ensanglantées indique clairement que les chaussures appartenaient à un homme. De multiples empreintes ont également été trouvées qui ressemblent à des empreintes de mains maculées. Mais aucune empreinte digitale n'a pu être trouvée. Le tueur portait vraisemblablement des gants. Les experts médico-légaux recherchaient des traces de sang qui auraient pu être laissées par l'auteur du crime. En fouillant la cour de la maison, ils ont trouvé une grande machette dont la lame et le manche étaient maculés de sang. Le soir même, Laura est arrivée chez son amie. Elle est choquée par le ruban de police qui délimite la scène du crime et encore plus horrifiée d'apprendre le sort de son amie.
À partir de ce moment, elle s'inquiète surtout du sort du garçon, mais la police ne peut rien dire pour l'instant. Il s'est avéré par la suite que l'enfant devait être avec son père au moment des faits. Les agents ont fait le tour des voisins et les ont interrogés, espérant que quelqu'un avait remarqué quelque chose de suspect. Malheureusement, à part la machette trouvée, qui a été immédiatement envoyée pour examen, rien de valeur n'a pu être trouvé. Le lendemain, le drame survenu chez Sarah est connu de tout le voisinage, y compris des collègues de la NSA. La famille de Sarah, qui vit à 1000 km de là, en Alabama, est également prévenue. La sœur de Nancy a été la plus durement touchée. La police scientifique a obtenu un enregistrement du message téléphonique et a confirmé qu'il s'agit bien d'un bruit de massacre. Les détectives pensent que l'attaque s'est produite un peu plus tôt. Lorsque la fenêtre s'est brisée, Sarah s'est précipitée pour appeler les services d'urgence, mais a accidentellement composé un mauvais numéro. Au lieu du 9, elle a appuyé sur le 8. Le numéro de Laura a été enregistré dans la liste des numéros abrégés, et c'est elle qui a reçu le message de suicide de son amie. Laura a été d'une aide précieuse pour l'enquête. Elle connaissait bien Sarah et a décrit en détail aux enquêteurs les derniers mois de sa vie. Elle était convaincue que la seule personne qui aurait pu se débarrasser de Sarah était son ex-mari Lawrence. Laura a révélé que Lawrence était extrêmement jaloux de son fils et de sa femme. De plus, il avait cessé de prendre ses médicaments contre la dépression et son état mental s'était considérablement détérioré ces derniers temps. D'après ce que Laura savait, Lawrence possédait 2 revolvers et 2 fusils, dont un semi-automatique, ce qui semblait sérieux. Malgré tout, Sarah avait essayé jusqu'au bout de garder de bonnes relations avec son mari et l'avait même persuadé de vendre toutes les armes de la maison. Mais tout s'est terminé par un divorce. Par la suite, le comportement de Lawrence est devenu tout à fait inadéquat. Sarah a été contrainte de demander au tribunal une ordonnance restrictive pour se protéger. À titre d'exemple, Laura a raconté un incident survenu le 27 juin. Lorsque Sarah a remis à Lawrence les papiers du divorce, il l'a battue, lui a pris l'enfant et a quitté la maison en disant qu'elle ne reverrait plus jamais son fils. Sarah ne l'a pas poursuivi, craignant pour la sécurité de l'enfant. Le soir même, Lawrence est revenu et a déclaré que si Sarah ne voulait pas perdre le bébé, il devait avoir des relations intimes. Il a commencé à utiliser le bébé comme moyen de pression. L'homme est retourné dans la maison et a refusé de partir. Le lendemain, le 28 juin, les menaces se sont poursuivies et Lawrence a continué à manipuler et à contraindre Sarah à avoir des relations intimes. Ce n'est que le lundi que Sarah a pu profiter d'un moment où son mari n'était pas là pour appeler la police. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées, Lawrence a pu se justifier, déclarant qu'il s'agissait de sa maison, de sa femme et de son fils et qu'aucun comportement illégal n'avait eu lieu. L'homme se comportait de manière inappropriée, même de l'avis de la police. Les agents ont été contraints d'emmener Sarah et l'enfant dans une voiture de patrouille. Le 29 juin, Sarah a déposé une ordonnance restrictive contre Lawrence. À partir de ce moment-là, ils se sont battus pour la garde et la pension alimentaire de l'enfant. L'homme a déménagé et Sarah est revenue au domicile avec leur fils d'1 an. Selon l'avocat de Lawrence, c'est Sarah qui est responsable de tout. Elle a fait preuve de violence psychologique et a trompé son mari. En août, un accord de garde temporaire a été signé. Lawrence pouvait voir son fils 2 jours par semaine. Le reste du temps, l'enfant devait être avec sa mère. Ce furent des moments difficiles, car Lawrence essayait toujours d'humilier Sarah pendant les réunions et continuait à la menacer et à l'intimider. Il a notamment menacé d'emmener l'enfant à l'étranger, aux Philippines par exemple. Même l'avocat de Lawrence a estimé que cela n'était pas raisonnable. Il n'était pas possible d'inculper Lawrence à ce moment-là, l'enquête n'ayant tout simplement pas de preuves. Les inspecteurs ont donc décidé de l'informer de la mort de sa femme et d'observer attentivement sa réaction.
Dès qu'il a ouvert la porte et entendu la tragique nouvelle, il s'est immédiatement agenouillé et a pleuré bruyamment. Cependant, l'un des officiers a remarqué que lorsque Lorenz s'est relevé, son visage n'était pas du tout mouillé de larmes. Cela ressemblait à une tentative d'induire la police en erreur. Lorenz a été emmené au poste pour être interrogé. Il s'est comporté calmement, mais avec une arrogance évidente, donnant l'impression d'un homme posé. D'emblée, il a nié toute implication dans le meurtre. Au cours de l'entretien, il a déclaré qu'il était allé chercher l'enfant le vendredi et qu'il avait passé toute la journée du samedi avec lui. Le soir, à l'heure approximative de l'agression, il était chez lui avec sa famille. Toutefois, il n'a cité comme témoins que des membres de sa famille qui, compte tenu de ses mauvaises relations avec Sarah, ne peuvent être considérés comme une source d'information fiable. Son alibi suscite des doutes. Selon la version de Lorenz, Don Lewis, l'ancien patron de Sarah, aurait pu être impliqué dans le meurtre. Il prétendait qu'ils avaient une liaison, et peut-être l'officier de la NSA a-t-il décidé d'éliminer une femme qui pouvait le trahir. L'enjeu, selon Lorenz, était un poste important, mais la gravité du crime indique une profonde haine personnelle. Les détectives ont continué à considérer Lorenz comme le principal suspect, même s'il ne disposait pas de preuves directes à l'époque. Après avoir été interrogé, l'homme a été relâché. L'enquête a demandé des mandats pour prélever des échantillons d'ADN et perquisitionner le domicile de la famille Ramos. Hélas, les examens médico-légaux de l'époque ont pris beaucoup de temps et le processus a été fortement retardé. Parallèlement, le sang trouvé sur la scène de crime était en cours d'analyse. Les officiers ont commencé à communiquer activement avec les membres de la famille Lorenz. Il apparaît immédiatement que son alibi ne résiste pas à la critique. Certains affirment qu'il était avec eux le soir, d'autres qu'il travaillait jusqu'à 22 heures. Les perquisitions au domicile et dans les voitures de la famille Ramos n'ont rien donné. Aucune machette ou chaussure dont le motif correspond aux empreintes de pas relevées sur la scène du crime n'a été trouvée. Les détectives ont décidé de réinterroger Lorenz, mais celui-ci avait déjà réussi à engager un avocat et a refusé de coopérer davantage. Sa formation, de maîtrise, rend l'enquête difficile. C'est alors que la NSA est intervenue. L'agence a décidé de mener sa propre enquête sur la mort de son employé, en utilisant des technologies de pointe et les meilleurs experts. À ce moment-là, la plupart des analyses avaient déjà été effectuées. Les experts légistes sont parvenus à la conclusion que la mort de Sarah était due à une profonde blessure au cou qui a entraîné une perte de 80% du volume sanguin. Les autres blessures étaient également graves, coupures au poignet, poumons et foie perforés. Plus tard, ils ont découvert une grave blessure à la tête. Mais la pire des blessures était un coup de couteau dans le cou, presque de part en part. Pendant ce temps, la NSA vérifie le répondeur. Ils ont appris que dans les dernières secondes de sa vie, Sarah avait murmuré le nom du tueur, Mike. C'était le nom du frère de Lorenz. Il a été interrogé. Il était très perturbé, mais il n'a fourni aucune information utile. L'ex-femme de Lorenz, Becky, a accepté d'aider ensuite. Elle a consenti à l'utilisation de l'écoute téléphonique. La femme a appelé Lorenz pour essayer de le faire parler du meurtre. Cette tentative s'est également soldée par un échec. La NSA a terminé son enquête. Sa conclusion est sans équivoque. Le crime n'est pas lié aux activités de l'agence et le mobile est purement personnel. La police a décidé d'écouter personnellement tout ce que le détenu avait à dire afin de découvrir le commanditaire du meurtre. Ardal a affirmé avoir été approché par une femme qui a qualifié Sarah d'horrible. En tant que noir, il a pris au sérieux les accusations de racisme. Selon la cliente, Sarah aurait eu un comportement offensant et aurait même provoqué la fausse couche de sa petite amie. Après plusieurs histoires de ce genre, Ardal est devenu haineux et a accepté des représailles brutales. Il affirme qu'il ne connaît pas les véritables motivations de cette femme et qu'elle lui a simplement lavé le cerveau. Pour ce crime, il ne reçut pas 5, comme promis,
mais seulement 3000 $. Mais il ne commença même pas à éprouver du ressentiment. Il pensait avoir agi pour l'honneur. Lorsque l'on a montré à Ardal les photographies des hommes suspectés dans cette affaire, il n'a reconnu aucun d'entre eux. De plus, il ne connaissait même pas le nom de son client. Malgré sa volonté de tuer, Ardal a connu un destin difficile. Sa mère souffrait de schizophrénie. Lui-même a passé son enfance dans un internat où il a été victime d'une agression brutale de la part de ses camarades. Tout cela a profondément marqué son psychisme. Il n'avait pas de casier judiciaire, mais le jeune homme avait un tempérament violent et était facilement influençable. Lorsque la police lui a montré une photo d'Emily, la mère de Lorenz, Ardal a immédiatement reconnu son client. Lorsqu'il apprend la situation réelle de la famille, il est choqué. Il s'avère que Sarah n'a jamais été raciste, mais qu'elle a simplement empêché Emily de contrôler son fils. Les mots ne suffisent pas pour porter plainte. Cependant, il est rapidement apparu qu'Ardal et Emily travaillaient effectivement dans la même maison de retraite. Les tests ADN ont confirmé la présence d'Ardal sur la machette, tandis que la culpabilité d'Emily a été prouvée par des virements bancaires. C'est elle qui a payé pour le meurtre. Emily a été inculpée de complicité de meurtre. L'une des sœurs de Lorenz a décrit à quel point la relation entre Emily et Sarah était douloureuse. La mère de Lorenz s'immisçait constamment dans sa vie, et le refus de Sarah d'obéir lui valait une véritable haine. Dans le contexte d'une situation tendue au sein de la famille, Emily a décidé de prendre une mesure extrême. Lors d'une communication avec la police, la femme a avoué les conflits qui l'opposaient à sa belle-sœur. Selon elle, la défiance de Sarina était une insulte personnelle. Emily l'a attribuée à des différences culturelles. Aux Philippines, d'où Sarah est originaire, les mères sont traitées avec respect. C'est ce respect qu'elle n'a pas reçu. La femme n'a éprouvé aucun remords. Selon elle, l'attaque était justifiée. En janvier 2000, le procès a eu lieu. Il n'y avait pas un seul représentant de la famille Razoros dans la salle d'audience. À part l'accusée elle-même, personne n'est venu la soutenir. Le bureau du procureur a soutenu que la véritable raison de l'agression était la peur de perdre la garde de son petit-fils. Emily a convaincu une collègue de travail de 17 ans de commettre un meurtre. En outre, elle a même regretté que le tueur n'ait pas fini, c'est-à-dire qu'il n'ait pas frappé à la tête. Emily a été inculpée de complicité de meurtre. L'une des sœurs de Lorenz a décrit à quel point la relation entre Emily et Sarah était douloureuse. La mère de Lorenz s'immisçait constamment dans sa vie, et le refus de Sarah d'obéir lui valait une véritable haine. Dans le contexte d'une situation tendue au sein de la famille, Emily a décidé de prendre une mesure extrême. Lors d'une communication avec la police, la femme a avoué les conflits qui l'opposaient à sa belle-sœur. Selon elle, la défiance de Sarina était une insulte personnelle. Emily l'a attribuée à des différences culturelles. Aux Philippines, d'où Sarah est originaire, les mères sont traitées avec respect. C'est ce respect qu'elle n'a pas reçu. La femme n'a éprouvé aucun remords. Selon elle, l'attaque était justifiée. En janvier 2000, le procès a eu lieu. Il n'y avait pas un seul représentant de la famille Razoros dans la salle d'audience. À part l'accusée elle-même, personne n'est venu la soutenir. Le bureau du procureur a soutenu que la véritable raison de l'agression était la peur de perdre la garde de son petit-fils. Emily a convaincu une collègue de travail de 17 ans de commettre un meurtre. En outre, elle a même regretté que le tueur n'ait pas fini, c'est-à-dire qu'il n'ait pas frappé à la tête. À l'issue de l'audience, Emily a été reconnue coupable de meurtre au premier degré et de sollicitation. En revanche, il n'a pas été possible de prouver l'existence d'un complot. À ce stade, sa position avait changé. La femme a affirmé qu'elle ne voulait pas la mort de Sarah, mais qu'elle voulait simplement lui faire peur pour qu'elle renonce à ses droits sur l'enfant. Elle a déclaré avoir simplement montré la maison à Ardal et lui avoir proposé de jeter des pierres par la fenêtre, mais les inspecteurs n'y ont pas cru.
Ardal connaissait l'agencement de la maison et était entré sans déclencher le système d'alarme. Cela indique qu'il avait reçu des informations d'Émilie à l'avance. Leur objectif n'était manifestement pas l'intimidation, et personne ne paierait 3000 $ pour un simple hooliganisme. Le verdict est annoncé le 18 avril 2000. Émilie a pleuré dans la salle d'audience, disant qu'elle ne voulait pas que les choses se passent ainsi. Mais personne ne l'a cru. Le tribunal l'a condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Émilie a insisté sur le fait que son fils Lorenz n'était pas au courant de son plan et qu'il n'avait rien à voir avec le meurtre. Une écoute téléphonique de leur conversation en prison n'a révélé aucune preuve de collusion. Cependant, les proches de Sarah restent convaincus que c'est lui qui a poussé sa mère à commettre le crime. Le procès d'Ardal devait avoir lieu en mars de cette année-là. Cependant, il a conclu un accord avec l'accusation, a plaidé coupable et a déclaré qu'il avait des remords et qu'il priait pour Sarah et sa famille. Il n'y a donc pas eu besoin de procès et il a été condamné à la perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. En 2009, Émilie a fait appel, demandant une réduction de peine. Elle a fait valoir qu'elle avait changé, qu'elle était meilleure, plus gentille et plus croyante. Mais sa demande a été rejetée. Le 8 février 2023, le jour de l'anniversaire de sa mère, Lorenz est décédé à l'âge de 57 ans. Émilie a alors 88 ans et est toujours incarcérée. En 2024, Ardal devient éligible à la libération conditionnelle et dépose une demande. Il insiste sur le fait qu'il a des remords et qu'il veut changer de vie. Aucune décision n'a encore été prise sur son cas. Chers téléspectateurs, merci de soutenir la chaîne. Nous lisons tous vos commentaires. Abonnez-vous et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.